Bonsoir toi, bonsoir. Donc je te souhaite un joyeux réveillon de Noël si t'as pas vu la vidéo précédente et un joyeux Noël si tu regardes cette vidéo après. Donc, alors j'étais parti pour faire une expérience, raconter un film à la première personne et puis après analyser. Sauf qu'à la première personne, ça le fait pas du tout en fait. Je trouve qu'il y a un manque vraiment de rythme. Et j'aurais un meilleur rythme si je racontais l'histoire comme ça à la troisième personne. Vite fait, rapidement, pour pouvoir après développer et analyser ce film. Alors, j'ai choisi un film que je peux spoiler, parce qu'évidemment, je vais spoiler. J'ai choisi un vieux film de 1946-47. Il est sorti en décembre 46 en avant-première, et après il est sorti en 47. D'ailleurs, il n'a pas eu beaucoup de succès, parce que ça reste un film, on va dire, de Noël, au moins dans la deuxième partie. Et que il est sorti en janvier pour tout le monde, donc c'était un peu ridicule. Et il est sorti en décembre 48, je crois, en France. Ce qui est assez étrange parce qu'après guerre, je me doutais pas qu'il y avait des adaptations françaises et qui est très très bonne adaptation française. Alors peut-être que ça a été fait au Canada à l'époque. La vie est belle de Frank Capra. Donc voilà le film que je vais vous présenter, que je vais analyser. Donc il y aura du blabla, des références et tout ça, des anecdotes, ne vous inquiétez pas. J'ai de quoi blablater. J'ai pris quelques notes quand même pour pas oublier certains points importants. Mais c'est tout, juste quelques notes. La vie est belle. Pourquoi j'ai choisi ce film là et pourquoi? Parce que c'est un film que j'ai vu là tout récemment avec une promesse sur le DVD, parce que j'ai aussi me demandez pas pourquoi j'ai le DVD et le 4K. Je crois que j'ai même pas envie de répondre à ça. derrière le DVD, il y a une promesse faite par Paramount. Si j'étais attiré par ce film-là, c'est parce que cette promesse m'a énormément chamboulé, je trouve, m'a attiré. Voilà, je voulais savoir si cette promesse était vraie en regardant le film. Alors je vais pas vous le dire tout de suite, je vais vous le dire après vous avoir raconté le film, mais je vais vous dire quelle est cette promesse. Je vais vous lire ça. La vie est belle est sans doute au majuscule, le film qui rend heureux. Le film qui redonne le sourire. La vie est belle est sans doute le film qui rend heureux. Le film qui redonne le sourire. Donc c'est un film qui rendrait heureux. Qui redonnerait le sourire. Donc c'est un film qui donnerait de l'espoir à des gens qui souffriraient peut-être de dépression, peut-être qui seraient malheureux dans leur vie. C'est quand même une sacrée promesse, non? Moi j'ai trouvé que c'était une sacrée promesse. Et j'avais envie de voir par moi-même cette promesse. Et comme j'aime bien les vieux films, et j'ai regardé quelques extraits avant de l'acheter, je me dis, faut que je regarde ce film-là, parce que je connaissais des extraits. Parce que dans énormément de films, il y a la référence de ce film-là dedans. Voilà. Donc, alors je disais, c'est un film qui commence, on est dans les étoiles. Donc les étoiles parlent entre elles et disent nous avons un problème avec Georges Bailey, nous avons reçu beaucoup de prières de ses amis, de sa famille, de ses enfants. Il se passe quelque chose, il faut envoyer un ange l'aider. Donc là on est vraiment le soir de Noël, décembre 45. Le Noël après-guerre, après la fin de la guerre. Donc ils font appel à un ange qui s'appelle Clarence d'ailleurs. Un ange qui s'appelle Clarence, et il montre à Clarence finalement qui est Georges Bailey. Parce que Georges Bailey, c'est le gars qui est en difficulté, il faut aller l'aider. Donc il décide d'envoyer un ange, mais d'abord, à cet ange-là, il lui montre qui est Georges Bailey, exactement. Pour lui faciliter la tâche, ce qui est normal. Parce que si des boules comme ça, c'est pas Mimi Mati. Parce que Mimi Mati a des boules comme ça, elle connaît pas qui est qui, puis voilà. Il y a aussi Scott Bakula, comme ça, c'était Code Quantum, il déboulait, puis il découvrait. Voilà, non, là on fait les choses bien. Donc ils expliquent à l'ange, donc ils vont montrer à cet ange, un ange qui n'a pas d'aile. Voilà. Et par contre, s'il accomplit cette mission, voilà, il pourrait avoir les ailes s'il accomplit bien sa mission. Donc c'est important pour lui. Donc il montre à l'ange qui est Georges Bailey. Donc là il remonte à son enfance. À son enfance, on voit Georges Bailey qui joue sur un lac gelé. Il glisse sur des pelles et tout ça avec des amis. Et son frère qui s'appelle Harry, finalement il va le
va dire, petite butée, petite colline qui descend en glissant comme ça et qui finit sur le lac gelé. Sauf que son frère va aller trop loin, il va aller là où la glace est vraiment fragile, tout ça, et il va tomber dans l'eau glacée. Donc George va se jeter, va risquer sa vie, parce que bon, c'est quand même très très jeune, hein, il a une dizaine d'années. Hein. Donc il va sauver sa vie, il va risquer sa vie pour sauver la vie de son frère. Donc il aura sauvé la vie de son frère, il s'en sera sorti indemne, enfin presque indemne, il va attraper froid, il va tomber très malade. Et il va perdre l'audition de son oreille gauche. Voilà. Donc c'était important, voilà, c'était important dans le film de montrer ça. Pourquoi? Parce qu'il a risqué sa vie et il a eu des séquelles derrière. Voilà, il est devenu sourd, totalement sourd d'une oreille. Et ça, je veux dire, c'est pas rien. Après, il va travailler un peu plus tard, donc il travaille dans un drugstore, un drugstore aux États-Unis. Il y a un côté pharmacie, c'est pour ça qu'on appelle drugstore. Il y a un côté pharmacie, épicerie, donc c'est un mélange d'un bar, en fait, d'un bar et d'une pharmacie. Donc le chef, c'est celui-là, c'est le chef, le boss, il est un peu pharmacien, donc il mélange les trucs pour faire des petits cachets qu'il donne aux gens, et tout ça. Donc Georges, il est là, il sert les clients, et là on voit déjà Madeleine, toute jeune, la petite Madeleine toute jeune, qui lui avoue dans son oreille, où il est sourd, qu'elle est amoureuse de lui, qu'elle est près de lui, qu'elle est amoureuse de lui. Voilà. Mais lui, il va pas l'entendre, évidemment. Lui, il va parler de... donc Georges, il rêve de voyager dans le monde, c'est son plus grand rêve en fait. Voyager dans le monde, ça c'est important aussi dans l'histoire. Il rêve de voyager dans le monde. Pour lui, c'est... Voilà, il veut voyager dans le monde, après il reviendra faire ses études, tout ça, mais il veut absolument voyager dans le monde. C'est son plus grand rêve. Là, chez son patron, chez ce drugstore, il va découvrir que son patron a perdu son fils et qu'il est en état de choc. Voilà, en état de choc. Et il va se rendre compte que dans des pilules, il va mettre du poison dedans. Et il va lui éviter la prison. Parce que s'il avait donné ces pilules à quelqu'un, quelqu'un serait mort en fait. Et c'était un gamin. Donc il lui a évité la prison. Il a aidé malgré lui. Et il a un peu risqué gros parce que finalement il a défié son patron. Son patron ne le croyait pas à un moment donné. Il a défié son patron là-dessus. Il s'est pris quelques mandats dans la tronche. Ça lui a fait très mal à l'oreille en plus, là où il était sourd. Mais il a réussi à sauver finalement ce gamin qu'il ne connaissait pas. Et il a sauvé aussi la vie de son patron, parce que son patron, il risquait clairement la prison. Parce que il avait mis du poison dans des médicaments, quoi. Je veux dire, parce qu'il était en état de choc, parce qu'il avait perdu son fils. Voilà. Après, on découvre Georges Bailey qui est adulte, qui est là, qui veut acheter une grande valise et tout ça. Et sur cette valise, il y a son nom dessus. C'est cette valise-là. Et c'est ce patron en question qui l'a aidé, qui lui a offert cette valise-là, par générosité. Donc Georges Bailey, il est content, il sait que demain je m'en vais, je vais voyager dans le monde, j'y mets assez d'argent de côté, je reviendrai faire mes études après, tout ça, pas de soucis, machin. Sauf que le soir, son frère Harry, qui fête la fin de ses études, donc il y a une soirée de fin d'études toujours, dans le gymnase où il y a une piscine en dessous d'ailleurs. Et dans cette fameuse soirée, Georges n'a pas envie d'y aller, puis il dit bah, je vais y aller quand même parce que je vais retrouver mes amis, tout ça. Donc il retrouve ses amis, mais surtout il retrouve Madeleine. Et ça c'est important, Madeleine. Une superbe femme. Franchement, Madeleine, pour lui c'était une enfant, c'était une gamine quoi. Et là il revoit Madeleine adulte. Alors je sais pas où elle était entre gamine et adulte, elle était peut-être à New York je crois. Donc ça se passe à Bedford Falls. C'est une ville qui n'existe pas mais qui serait près de New York. Voilà, qui serait proche de New York. Donc là Madeleine évidemment il y va. Il se jette parce que là il voit la plus belle femme, il est subjugué par sa beauté, subjugué par Madeleine. La fameuse Madeleine qui était amoureuse de lui, il va danser avec elle et tout ça, et à un moment donné t'as un jaloux qui voulait danser avec elle, il va ouvrir la piscine qui est sous le parquet, et ils vont tomber dans la piscine et tout ça, mais ça va pas les empêcher de passer du super bon temps ensemble. Après coup ils vont aller se balader dans les petites allées fleuries de rhododendron, ils vont aller se balader, Georges et Madeleine, ils vont aller se balader là, donc comme ils étaient détrempés, Madeleine
Madeleine a juste comment dire, une sorte de robe de chambre. Enfin, c'est plutôt une robe de chambre ils ont été dans les vestiaires, ils ont pris robe de chambre, des affaires, des vestiaires, des sportifs et tout ça. Elle est juste habillée d'une robe de chambre, elle est nue, totalement nue en dessous. Donc ils se baladent comme ça ça flirte comme ça discute, ça chantonne et tout ça. Oui, donc ils font des vœux finalement. Il y a une vieille maison abandonnée, ça c'est très important. Il y a une vieille maison abandonnée et Georges il fait si on lance un caillou, qu'on pète une vitre, on fait un vœu et le vœu se réalise. Alors Madeleine est choquée parce qu'elle dit attends, j'adore cette maison là. Et là Georges il fait attends, mais tu rigoles quoi. C'est quoi, c'est un taudis ce machin, c'est totalement abandonné depuis je sais pas combien de temps. Ouais, mais moi j'aimerais bien y vivre un jour. Alors lui, d'accord, très bien. Donc il lance le caillou, il pète une vitre, il fait un vœu, alors je sais plus c'est quoi son vœu. Et elle se décide, ouais je vais le faire aussi. Donc elle lance un caillou, elle arrive à toucher une vitre et elle fait un vœu. Mais elle veut pas l'avouer à Georges. Donc Georges, il veut savoir c'est quoi ton vœu, c'est quoi ton vœu. Qu'est-ce que tu veux Madeleine? Tu veux la lune peut-être? Si tu veux je te l'attraperai au lasso la lune. Donc elle a dit ah bah ouais, pourquoi pas, mais qu'est-ce que j'en ferais? Bah tu l'avalerais tout entière et ça te ferait scintiller les cheveux, les doigts, tout entière. Dites-moi ce que vous voulez Madeleine. Vous voulez la lune peut-être? Vous n'avez qu'à la demander, je vous l'attraperai au lasso et vous la descendrez. C'est une magnifique idée, je vais vous donner la lune Madeleine. Quand je l'aurai, répondit-elle, qu'est-ce que j'en ferai? Vous l'avalerez tout entière et elle se dissoudra dans vos veines et l'on verra briller des rayons de lune dans votre chevelure, sur vos doigts et vous serez scintillante. Donc ça c'est une super réplique que je connaissais déjà. Donc ils passent du bon temps ensemble et là t'as un voisin qui les interpelle et qui les empêche, qui dit mais vas-y arrête de parler toi, arrête de bavasser, vas-y embrasse-la quoi. Et la Madeleine a commencé à s'échapper et Georges a le pied sur une lanière de sa robe de chambre. Et finalement elle perd totalement la robe de chambre et elle se jette dans les rhododendrons, une sorte de buisson de rhododendrons. Et bah là Georges il flirte avec elle, il joue un peu avec elle parce que ça reste quand même un coquin. Malheureusement parce que son oncle va intervenir, il va venir en voiture, il va lui dire ton père a fait un malaise cardiaque. Et là il part avec son oncle et tout ça et il est obligé de rester. Voilà, il est obligé de rester parce que son père finalement il va décéder et lui il va rester, il va s'occuper de sa société parce que son père a une société finalement, une société de prêts bancaires associatifs pour aider les gens qui n'ont pas trop d'argent à finalement emprunter et pouvoir construire des maisons. Voilà, donc c'est associatif mais c'est vraiment autour des maisons et tout ça. C'est une société qui plaît pas finalement à un actionnaire, Monsieur Potter, qui est l'homme le plus riche, et qui veut finalement dissoudre ces sociétés-là. Voilà. C'est un gars qui est finalement, je sais pas s'il était banquier à ce moment-là, mais il va tenir la banque à un moment donné. En tout cas, Georges Bailey a toujours pour but de léguer cette société-là à tous les actionnaires, puis lui de s'en aller quoi en fait. Lui il a travaillé pour aider son père à un moment donné, donc il connaît un peu la société. Donc il avait déjà travaillé adulte, c'est là qu'il a fait des économies pour partir voyager, c'est son but quoi. Et finalement, soit il tient la société, soit il dirige la société, soit la société, il la liquide. Voilà. Donc il n'a pas le choix, il peut pas partir en voyage, donc il est obligé de sacrifier sa vie pour pouvoir finalement sauver la société de son père. Donc dont il était très très fier. D'ailleurs cette société il en est très très fier aussi. Voilà. Après il fait une promesse à son frère, enfin son frère lui fait une promesse, donc il va donner tout son argent, toutes ses économies à son frère Harry pour qu'il aille faire ses études. Donc il part faire ses études pendant je crois 4 ans, donc c'est pas rien, 4 ans d'études et tout ça. Et à son retour, donc il était censé reprendre la société et Georges était libre de partir en voyage et après de faire ses études. Voilà, il voulait partir en voyage, voyager dans le monde, faire ses études et devenir un grand architecte. C'est ce qu'il voulait. Malheureusement, quand son frère revient après 4 années d'études quand même, donc 4 années encore bloquées à Bedford Falls, donc ça rongeait quand même un peu
George Bailey. Et bah son frère revient marié à une jolie blonde, une jolie femme, très jolie femme. Et là il apprend que son beau-père veut l'engager dans sa société à lui, mais plus loin et tout ça. Donc là George Bailey il est complètement... il commence à prendre dans la tronche, à se dire mais je partirai jamais. Je resterai trop à Bedford Falls. Il est vraiment écœuré, abasourdi. Et finalement, à un moment donné, il décide d'aller voir Madeleine. Parce que Madeleine était partie à New York et tout ça. Et un de ses amis était sur le dossier Madeleine. Hein, donc, et lui, il s'est sacrifié aussi là-dessus. Il s'est mis un peu l'écart. Mais sa mère l'a poussé un petit peu. Mais va voir Madeleine. Donc là, il sait qu'à Bedford Falls, il va être coincé, tout ça. Il est un peu écœuré. On le sent bien écœuré. Et donc il décide d'aller voir Madeleine. Et là, ça se passe pas très bien parce qu'il est à la fois en colère de cette situation, de toute sa vie, sa situation. Et à la fois en colère qu'il peut rien faire avec Madeleine. Et finalement, ils arrivent tous les deux à se rapprocher à cette soirée-là. Et à sortir ensemble. Et après, ils vont se marier. Voilà, il va se marier avec une superbe femme. Et tout ça. Donc il va se marier avec elle. Et après le mariage, il aura réussi à avoir encore, je crois, 2000$ d'économie. Et ils vont partir tous les deux. Alors ça c'est leur but, hein. Ils vont partir tous les deux voyager. Alors ils ont prévu, je crois, New York et aussi, je crois, Tahiti ou Hawaï. Non, Hawaï. Je crois que c'est Hawaï. Donc ils vont... et après ils vont décider de vivre au jour le jour. Voilà, l'entreprise l'a laissé à son oncle, elle est terminée, je me casse. Donc ils partent en voyage de noces, tous les deux, Madeleine et George. Sauf que là, il y a un krach boursier. Il y a un gros krach boursier. Et il dit, il faut que j'aille voir quelque chose. Ils sont dans le taxi, ils sont prêts à partir, il faut que j'aille voir quelque chose. Et finalement, pour sauver sa société, parce que tout le monde est en panique, tout ça, pour sauver sa société, il va sacrifier ses économies, les 2000$ qu'il avait avec Madeleine pour pouvoir voyager et tout ça. Il va sacrifier ses économies pour sauver cette société et il va pas partir en voyage de noces et tout ça. Donc Madeleine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire avec des amis à Georges, elle va organiser une soirée dans cette fameuse maison abandonnée. Cette maison abandonnée, donc elle va mettre un lit, un machin, tout ça, donc toute la journée pendant que Georges va essayer de sauver sa société, donc ça va prendre la journée entière. Et ben Madeleine et des amis à Georges vont tenter de lui faire une jolie soirée là-dedans, dans cette maison-là, maison abandonnée. Alors il flotte et tout ça, donc ça flotte de partout dans la baraque et tout ça, donc c'est très... Et quand Georges va arriver là-bas, et qu'il va voir ces deux femmes qui... au lieu de l'avoir fui, au lieu de lui reprocher finalement d'avoir sacrifié leur voyage de noces, d'avoir sacrifié finalement ces 2000$ et tout ça, leur argent, leurs économies, elle va le soutenir et elle va lui dire voilà ta nuit de noces, voilà, on va dormir ici ce soir dans ce truc délabré et tout ça, donc et comment dire, et là, franchement, moi j'ai trouvé ça très très fort parce que je veux dire, il a une femme magnifique et qui le soutient à 200%. Parce que là, à ce moment-là, dans la tête de George, dans la tête de Madeleine, ils ne quitteront jamais Bedford Falls. Voilà. Là, ils ne quitteront jamais Bedford Falls. Et ils décident finalement d'emménager dans cette maison. Et Madeleine de la rénover au fil des années. Et George, il va continuer à travailler, il va se battre pour cette entreprise-là, cette société. Comme c'est une société un peu associative et tout ça, donc il va pas s'enrichir non plus, malheureusement. Et il va faire face à Monsieur Potter, l'homme le plus riche de Bedford Falls, qui va tout faire pour lui mettre de bâton dans les roues. Donc ça va être très très compliqué, très très compliqué. Donc il va avoir plusieurs enfants avec Madeleine et tout ça. Et donc il va y avoir la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc là j'accélère un peu parce que on est dans le ton, quoi. Et à la Seconde Guerre mondiale, lui, comme il est handicapé d'une oreille, il va être obligé de rester à Bedford Falls. Son frère arrive à devenir un grand héros de guerre. Un grand héros de guerre, il va sauver plein de gens et tout ça.
Et à son retour, ils ont prévu de faire une énorme fête au Noël, au réveillon de Noël. Donc 45. Donc là, on est dans la deuxième partie du film. Donc ce jour-là, son oncle va aller narguer Monsieur Potter, l'homme le plus riche. Il va aller le narguer en disant, et donc là ils sont à la banque, il va déposer 8000 $ à la banque. Et il va aller narguer, tu vois Harry, tu vois les béliers, hein. Tiens, il va narguer Harry, il va narguer finalement Monsieur Potter par rapport à Harry. Car ça c'est un vrai héros, vous êtes qui, vous êtes quoi en gros. Donc il va aller narguer ce gars-là, sauf qu'il va perdre les 8000 $. Parce que les 8000 $ ils vont glisser finalement ils vont glisser dans le journal avec lequel il a nargué Monsieur Potter. Et il va perdre les 8000 $, il va pas savoir où les a mis. Sauf que ces 8000 $, c'est les 8000 $ de la société. Voilà. Le problème c'est que ces 8000 $, en fait, ça met la société totalement en difficulté. Et ils peuvent même aller en prison parce que perdre 8000 $ comme ça dans cette société-là, surtout qu'il y avait un comptable et tout ça, il y avait donc le problème de ces 8000 $, c'est que ça met la société totalement à genoux. C'est là que George va péter un câble. Il va péter un câble. Il va dire, je me suis sacrifié toute ma vie à Bedford Falls. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Je vais finir en prison, quoi. Je vais finir en prison parce que l'autre il a perdu 8000 $ chez lui. Et il a 4 enfants. Ils sont tous heureux parce qu'ils vont fêter le réveillon de Noël. Il y aura plein de monde, la famille, tout ça. Et là, il monte dans la dépression, quoi. La dépression monte. Et il se met en colère, il engueule un peu tout le monde. Et il aime pas être comme ça. Il aime pas, il est écœuré, il se sent pas bien. Et là, il s'en va. Il se casse. Il se casse parce qu'on lui fait des reproches, c'est évident, parce qu'il se met en colère pour rien, donc tout le monde lui fait des reproches. Donc il se casse, il est écœuré. Totalement énervé, il se casse, il va aller voir Monsieur Potter, il va essayer de donner son assurance vie. Son assurance vie, elle vaut 15 000 $, mais mort, quand il sera mort. Sauf que le problème, c'est que son assurance vie vaut 500 $. Seulement, vivant, il vaut 500 $. Et Monsieur Potter, lui qui a les vrais 8000 $, cet enfoiré, finalement, il a volé 8000 $. Il va se foutre de lui, il va se moquer de lui, puis il va lui dire, vous valez plus mort que vivant finalement. Parce que c'est vrai que son assurance vie permettrait de sauver la société et de sauver finalement sa famille. En fait, ce salopard de Monsieur Potter, il dit, mais je vais appeler la police parce que je suis sûr que vous avez dépensé ces 8000 $ pour machin, tout ça. J'appelle la police, ils vont foutre en prison et tout. Donc là, il est dans un état encore pire. Il a demandé de l'aide à son pire ennemi. Et son pire ennemi qui a volé les 8000 $. Hein. Et il va partir comme ça, il va sauter en voiture, il va aller picoler, il va se prendre un pain dans la tronche, enfin ça va être la catastrophe. Et là il va penser à se suicider. Et c'est là que l'ange va intervenir. L'ange va s'appeler Clarence, il va se jeter à l'eau. Sur le pont où George avait décidé de se jeter à l'eau pour se tuer, quoi. Il va se jeter à l'eau devant lui, juste avant lui. Et George évidemment va sauter à l'eau pour sauver Clarence, pensant que c'est quelqu'un qui était vraiment en danger. Clarence savait très bien que George allait sacrifier sa vie pour aller le sauver. Ça n'a pas servi à remonter le moral de George. Donc là, l'ange lui dit, bah je suis un ange, je suis un machin, tout ça, ouais, j'en ai rien à faire de toute façon. Donc George est complètement dans sa tête, ça y est, il est parti, il est vraiment en dépression nerveuse totale. Et il va lui dire, j'aurais aimé ne jamais avoir vécu, ne jamais être né au monde. Et là, Clarence a l'idée, cet ange a l'idée de lui montrer finalement sa vie, ce qu'aurait été sa vie s'il n'était jamais venu au monde. Donc là, il se retrouve finalement au même endroit et tout ça, sauf que il retrouve l'audition de son oreille. Là, c'est celle-là. Il retrouve l'audition de son oreille. Et il s'est pris un coup de poing, il saignait de la bouche. Ah, il saigne plus de la bouche, il a plus mal. C'est génial ça, tiens, c'est bien. Il va décider de retourner dans ce bar. Et dans ce bar où il s'est pris un coup de poing, il va voir que tout le monde est... C'est pas le même nom, parce qu'il avait fait... il avait accepté un emprunt, un gars et tout ça, mais c'est bizarre, c'est pas le même nom et tout ça. Et puis il est pas reconnu, il est reconnu par personne. Et finalement, les gens sont assez méchants là-dedans.
Ils sont tous très agressifs, très méchants. Ils comprennent pas trop. Et puis ils se font dégager avec l'ange dehors et tout ça. Et puis l'autre il comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et bah l'ange il fait bah vous êtes banné, donc personne vous connaît ici qu'en haut. Bah, c'est pas possible. Et là il retrouve pas ses papiers, machin tout ça, ni les pétales de rose de sa fille qu'il avait mis dans sa petite poche et tout ça. Et là l'ange lui dit bah si vous êtes banné, bah vous avez pas d'enfant. C'est normal, vous n'avez pas d'enfant. Je dis mais non, c'est pas possible. Et là George retourne en ville. Et en ville il se rend compte que la ville c'est un peu une sorte de ville malfamée qui s'appelle d'ailleurs Potterville ou je sais pas quoi. Donc il y a Potter dans le nom quoi. Donc c'est bizarre, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est plus Bedford Falls et tout ça. C'est un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar. Il retourne dans sa maison pour voir sa femme et tout ça, pour voir sa femme et ses enfants, mais il se rend compte que dans cette maison-là, bah, c'est encore cette maison abandonnée dans l'état où elle était avant. C'est toujours une maison abandonnée, donc là, c'est pas possible. C'est pas possible quoi. Et après, il se rend compte que finalement, son frère est décédé, est mort. Il voit la tombe de son frère et tout ça. Et que finalement Madeleine a fini vieille fille, tout ça, bibliothécaire en vieille fille, et puis elle le reconnaît pas, elle hurle à la mort dès qu'il tente de l'embrasser et jeter dessus. Donc il vit un vrai cauchemar, la 4e dimension. Vraiment, il vit un vrai cauchemar. Et finalement, il vit tellement un cauchemar qu'il souhaite absolument revenir dans le monde réel, quoi. Il souhaite revenir dans le monde réel. Et quand il revient dans le monde réel, il est tellement heureux qu'il salue tout le monde, salue le cinéma. Non, il fait joyeux Noël, tout le monde, joyeux mal. Il est heureux parce qu'il a vécu un cauchemar monstrueux. Joyeux Noël, machin, joyeux Noël, tout ça. Et quand il retourne chez lui, sa femme avait pris les devants pour aller demander à tous ses amis, tous les gens qu'il a aidés, tous les gens à qui il a obtenu un emprunt et tout ça. C'est-à-dire énormément de monde finalement, parce qu'il a sacrifié sa vie pour aider plein de gens. Et tous ces gens ont participé pour lui donner un peu d'argent et ça fait une somme astronomique. Finalement, il a pu rembourser ces fameux 8 000 $ et même beaucoup plus. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Et là, il y a un message de fin. C'est-à-dire l'ange lui donne un bouquin dont il est fan, je crois que c'est Tom Sawyer. Et il a laissé un mot dedans où je crois le mot, je vais peut-être le lire. Souviens-toi qu'un homme qui a des amis ne connaîtra jamais l'échec. Donc c'est un film qui a inspiré beaucoup de feuilletons de Noël. Vous avez toujours des petits feuilletons de Noël comme ça, et on voit toujours une femme ou un homme dire ah, si j'avais pris telle ou telle décision, peut-être que ça aurait été mieux. Ah, j'aurais dû ça. Et se retrouve finalement dans une autre vie. Voilà. Généralement, c'est une vie où ils sont beaucoup plus riches. Voilà, ils ont fait carrière et tout ça. Mais ils ont fait carrière sans leurs copains, sans leurs copines, et finalement ils se retrouvent seuls, célibataires, et ils tentent de reconquérir cette fille-là. Il y a beaucoup de feuilletons de Noël comme ça, où ils voient la vie qui aurait été si ils avaient pris un choix différent. Et c'est inspiré finalement de ça, d'une certaine manière. Il y a aussi le film de Family Man avec Nicolas Cage, qui, c'est pareil, est un homme d'affaires, je crois, très très riche, très puissant et tout ça. Et à un moment donné, le soir de Noël, il est tout seul, il va dans une épicerie et il empêche un braquage. Et je crois qu'il se fait cogner. Il se fait cogner, enfin il se fait très très mal à la tête, il se fait cogner. Et pour le récompenser, une sorte d'ange ou de Père Noël, je ne sais quoi, enfin il n'est pas déguisé en Père Noël. Je crois que c'est le gars en plus qui tentait de braquer, qu'il a tenté de raisonner ou je sais plus quoi. Donc pour le récompenser, il va lui dire je vais te montrer ta vie, ce qu'aurait été ta vie en gros. Autrement, je suis même pas sûr qu'il lui dit. Il se couche dans son superbe lit luxueux, dans son hôtel luxueux, machin tout ça, et il se réveille le lendemain matin dans un lit qu'il ne connaît pas, dans une chambre qu'il ne connaît pas, et il y a une femme qui est là. Il lui dit c'est qui cette femme là? Il dit attends, je crois que je la connais. C'est bizarre ça. Et il y a des gamins qui arrivent, qui lui sautent dessus et tout ça. Et en fait, dans la timeline, il est dans la vie qu'il aurait eue si il avait fait un choix différent à un moment donné, s'il était resté avec cette fille-là, qu'il avait quittée à l'aéroport, et s'il avait vraiment tenu sa promesse de se revoir et de faire leur vie ensemble, et bah il aurait eu cette vie-là. Voilà. Mais cette vie-là, c'est une vie de famille un peu pauvre, quoi. Il aurait été pauvre, mais il aurait eu une vie de famille
beaucoup plus passionnante, vivante et tout ça. Donc il va découvrir ça au début, il va dire non, non, attends, moi je veux retourner, je veux ma Ferrari, ma machin, je sais plus s'il a une Ferrari ou une Porsche, mais. Et, euh, et en fait, on est dans le même principe. On est un peu dans le même principe, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais fait un choix différent. C'est vrai, moi je me suis souvent posé la question. Après, je suis pas devenu un grand homme d'affaires super riche. Je me suis souvent dit si j'avais fait tel ou tel choix différemment, revenir en arrière et prendre des décisions différentes. Mais le problème, c'est que si je prends une décision différente à un moment donné, peut-être que je rencontrerai pas par la suite des gens que j'ai appréciés, que j'ai vraiment apprécié avoir rencontré dans ma vie, tu vois. Un amour, mon petit chien d'ailleurs, mon petit Bart, ça se trouve, si j'étais revenu en arrière et j'avais fait un choix différent, ça se trouve je l'aurais jamais rencontré. Ni cette personne-là, ni mon chien. C'est compliqué quand même de revenir en arrière et de se dire je vais faire un choix différent. Maintenant je sais ce qui va se passer, donc je vais faire ce choix-là. Sauf que tu chamboules toute ta vie derrière. Moi, je suis pas Georges Bailey. Et, et c'est en cela que je voulais vraiment analyser le film et tout ça, parce que je me dis que ce film-là, la promesse de Paramount qui disait est-ce que ce film-là peut rendre heureux et tout ça, et ben je pense que non. Je pense que c'est un leurre. Je pense que c'est très marketing. Hein. Est-ce que ce film-là peut rendre heureux tout ça? Je trouve que c'est une erreur de jouer sur ce marketing. Là, d'ailleurs, ils l'ont mis sur le DVD, ils l'ont pas mis sur le 4K. J'en fais jamais, mais enfin, quand je blablate, j'en fais pas. Mais disons que quand j'ai vu ce film-là, je voulais vraiment, je m'attendais vraiment à une révélation. Alors j'aime beaucoup ce film-là. Franchement, depuis que je l'ai vu, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un film qui m'inspire énormément aujourd'hui. Mais je peux pas me comparer à Georges. J'ai pas sauvé la vie de mon frangin. J'ai pas sauvé la vie de qui que ce soit. J'ai pas empêché la mort de qui que ce soit. J'ai pas eu cette occasion-là non plus. Hein. J'ai pas rencontré une femme magnifique avec qui j'ai eu des enfants. J'ai rencontré des femmes magnifiques avec qui j'ai eu des relations, d'autres qui m'ont repoussé. Parce que je suis pas James Stewart non plus. Mais j'ai pas eu cette chance-là non plus. Parce que là, c'est une chance quand même que James Stewart a eu. Je pense que tous les hommes n'ont pas eu la chance d'avoir cette femme-là. En plus d'être belle, le soutien finalement dans sa défaite. À un moment donné, il est obligé de faire face et se dire je vais passer ma vie à Bedford Falls en fait. Voilà, j'ai sauvé la société avec mes économies, je vais plus partir nulle part. Je vais pas réaliser mes rêves, je vais pas devenir un grand architecte après avoir voyagé dans le monde. En plus, j'aurais pu voyager dans le monde avec la femme de ma vie, Madeleine. Et bah cette femme-là, elle le soutient derrière quoi. Elle le soutient derrière, elle dit tu vois cette maison-là. Et bah cette maison-là, on va vivre dedans. Et elle va lui avouer à ce moment-là. D'ailleurs, tu te rappelles le rêve, le souhait que j'avais fait quand j'avais lancé la pierre dans la vitre. Et bah le souhait que j'avais fait, c'était ce souhait-là. Voilà. En gros, c'était qu'on vive tous les deux dans cette maison-là. En fait, qu'on vive dans cette maison-là. Donc non, je pense que pour moi, Georges Bailey a eu une vie. Ah oui, il est sourd d'une oreille. Bon, voilà, il a eu un sacré handicap et tout ça. Mais comment dire, pour moi, il a eu déjà le cadeau le plus merveilleux qui soit. C'était une femme superbe, 4 enfants, puis une belle baraque quand même, parce que la baraque, Madeleine a tout fait pour la rénover et tout ça, et puis voilà. Est-ce qu'ils avaient besoin d'être riches? Oui, ils rêvaient de voyage, tout ça, ils rêvaient d'être un grand architecte, de révolutionner des trucs, mais finalement il a aidé énormément de gens et tout ça. Mais sa vie en tant que telle, avec cette femme et tout ça, c'est vraiment déjà merveilleux. C'est ce que tente aussi de démontrer Clarence l'ange. Mais à un moment donné, je suis pas Georges Bailey quoi. Donc en regardant ce film là, je me suis dit mais je me suis même dit putain mais je suis peut-être, c'est même frustrant quoi. Faire cette promesse d'un film qui rend heureux, sauf que moi je peux même pas associer ce film là à moi-même. Dans un premier temps c'était ça, c'était la première réaction que j'ai eue, c'est que je peux pas associer ce film là à moi-même parce que
j'ai rien à voir avec sa vie. J'ai pas eu la chance qu'il a eu et j'ai pas eu la malchance qu'il a eu à un moment donné aussi. Et j'ai pas eu l'occasion de sauver la vie de qui que ce soit non plus. Donc c'est un peu compliqué. Après tout, ce n'est qu'un film. D'accord? Mais faire une promesse comme ça, c'est compliqué, je trouve. Il y a des films qui rendent heureux, des films feel-good, tout ça, mais... Enfin, qui rendent heureux. Des films feel-good qui font du bien. Mais la promesse de rendre quelqu'un, des personnes heureuses en regardant un film, c'est possible en s'inspirant, mais certains films nous inspirent plus que d'autres, ça dépend des affinités qu'on a avec telle ou telle chose. Alors j'ai beaucoup aimé le film. Après, j'ai pas trop aimé finalement la phrase de fin. Cette fameuse phrase de fin, je pense pour moi, c'est la phrase que j'ai aimé le moins, qui gâche un peu ce film-là. La phrase de fin, c'était souviens-toi qu'un homme qui a des amis ne connaîtra jamais l'échec. Bon, un homme qui a pas d'amis, il connaîtra toujours l'échec, quoi. Bah, c'est pas impossible, en fait. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est très très triste en fait comme phrase. Pour Georges, évidemment, il a aidé tellement de monde rien qu'avec sa société. Moi, j'ai pas eu de société comme ça où j'ai aidé énormément de monde non plus. Donc, c'est compliqué. Parce que le vrai message du film et qui est à retenir aujourd'hui et qui peut vous motiver aujourd'hui à avancer aujourd'hui, même si vous avez... ça, c'est un film à la rigueur que tu regardes quand tu es très très jeune. Mais ça reste quand même un film en noir et blanc, en 4 tiers, en carré là. Et faudrait faire voir ce film-là à des enfants, à des gamins très très jeunes, et que ces enfants s'y intéressent et aiment ce film-là, et s'en inspirent pour toute leur vie. Faire en sorte de donner énormément de sa personne pour recevoir finalement quand un jour ça sera le moment de recevoir. Et je pense que le vrai message du film, ça reste ça en fait, c'est donner pour recevoir. Alors donner pour recevoir, on n'est pas forcément dans du bien matériel, hein. C'est pas forcément comment dire, donner de l'argent. Si t'as pas d'argent, tu donnes pas d'argent évidemment, mais c'est pas forcément donner de l'argent pour un jour si t'en as besoin, recevoir de l'argent. Donner, c'est aussi donner de son temps, donner de sa personne, donner de l'amour à des gens. Et un jour, qui sait, recevoir peut-être de l'argent, recevoir l'amour, recevoir le bonheur, tout simplement, recevoir une aide précieuse. Donc oui, je pense que le vrai message du film qui serait vraiment à retenir, c'est pas un message qui est beaucoup plus dans les mœurs aujourd'hui, qui est beaucoup plus connu dans le développement personnel, c'était donner pour recevoir. Pour moi, ça c'est vraiment le grand message du film. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir quand même pas mal donné à un moment donné, mais vu que je m'attendais toujours à avoir un retour positif, et le fait d'attendre un retour, j'ai abandonné l'idée de donner, et j'ai perdu l'investissement que j'ai fait dans... Moi, j'ai tendance à beaucoup m'investir, d'aller très très vite, comme avec YouTube d'ailleurs. C'est tout frais YouTube, mais je me suis investi. Quand je voyais que j'avais pas de retour, et j'abandonnais totalement. Mais totalement. Je veux dire, je me détournais vraiment de mes objectifs. J'étais plus consciencieux dans mon travail quand c'était une boîte et tout ça. Et j'abandonne totalement. Voilà, ça c'est moi. Ça c'est moi. Alors, je pense qu'il faut, quand vous faut donner quelque chose, il faut pas s'attendre à recevoir. C'est ça le truc. C'est ça qui est important. C'est ça en fait, quand tu donnes quelque chose, quand tu te sacrifies sur quelque chose, il faut pas t'attendre à recevoir quelque chose. Imagine, tu dois sauver la vie de quelqu'un et tu vas lui sauver la vie. Tu lui as sauvé la vie. Merci, au revoir, tu t'en vas. Voilà. La personne t'est reconnaissante sur le moment, elle est sûrement en état de choc. Tu lui as sauvé la vie, tu dois pas t'attendre à avoir un retour. Tu dois pas exiger quelque chose d'elle. Te dire, bah, attends, je t'ai sauvé la vie, fais-moi du pognon quoi. Ou je t'ai sauvé la vie, je sais pas, fais-moi un boulot, j'ai pas de boulot quoi. Je t'ai sauvé la vie, t'es plutôt pas mal, moi je suis célibataire, tu veux pas sortir avec moi? Non. C'est pas comme ça que ça marche non plus. Donc j'ai mis du temps à comprendre, moi j'ai mis du temps à comprendre ce principe là, et j'ai l'impression aujourd'hui, après avoir vu ce film là, d'avoir vraiment tilté le principe comme ça, d'avoir tilté quel était mon gros défaut moi dans la vie. C'était de donner, mais rapidement, d'attendre vraiment quelque chose en retour, et j'étais tellement déçu à chaque fois que je coupais net. Et quand tu coupes net quelque chose, et ben là on te fait des reproches. Alors moi j'ai eu le droit à t'es égoïste, des machins, des trucs comme ça, et à tort ou à raison,
égoïste alors que t'as donné dans un premier temps énormément. Et tout ça parce qu'à un moment donné, t'as coupé le truc. C'est compliqué, ça te donne plus envie de donner à qui que ce soit. Mais c'est une erreur, c'était une erreur de ma part de voir les choses comme ça. Et je crois que ce film m'a apporté énormément là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis que le vrai message du film, c'est pas ça. Si tu as des amis, tu connaîtras jamais l'échec. Même si c'est vrai, même si c'est clair, si tu es entouré d'énormément d'amis qui te respectent, ça c'est important, c'est pas toujours évident. Tu auras toujours un soutien quelque part. C'est pas faux, c'est vrai. Si t'as une famille, si t'as une femme comme Madeleine, oui, c'est clair, t'auras un soutien. Si t'as des enfants et que tu t'es bien comporté avec tes enfants, tu les as aimés comme il se doit, sans les mépriser, sans les martyriser comme certains font, et bah ces enfants te respecteront toute leur vie. Toute leur vie. Voilà. Donc il y a une valeur quand même un peu générale comme ça qui est à prendre. Il faut prendre conscience de ça. Et je suis triste en fait quand ce film m'a rendu assez triste de me rendre compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie et que à 40 ans c'est compliqué. C'est compliqué de revenir en arrière. Donc maintenant il faudrait que j'avance différemment. Il faudrait que j'avance avec ces petits conseils que j'aurais aimé vraiment tilter et flasher sur ça. À 12 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans. 20 ans c'est bien aussi, 20 ans, mais pas 40 ans. Voilà. Donc c'est vrai que, est-ce que ce film-là m'a rendu heureux après? Non. Il m'a un peu frustré, mais il m'a fait prendre conscience de certaines choses. On n'est pas tous dans le même cas que Georges Bailey. Attention, attention. Toutes les familles heureuses dans les séries télévisées, tous les machins comme ça, c'est de la fiction, c'est certain. Je veux bien croire, ils sont très proches et tout ça. Je suis vraiment heureux pour eux. Moi, si j'avais une famille, des enfants et tout ça, j'essaierais d'avoir une vie comme ça. Je ferais tout pour ça. Une vie comme dans ces fameuses séries télé, quoi. Si j'avais une famille avec des gamins, ouais, j'essaierais. Enfin, je sais pas, il y a plein de. Alors, il y a marié et 2 enfants. Ça, j'essaierais de pas être comme ça. De pas être le père de marié et 2 enfants. C'était très très drôle par contre. Ça me fait beaucoup rire. Ça m'a fait énormément rire. Avec Al Bundy, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Al Bundy. Je pense que pour trouver l'inspiration, il faut regarder des trucs vraiment feel good. Voilà. Feel good, en fait, c'est un principe de. Feel good, on est dans les films qui vous font du bien. Donc il faut aller chercher des films qui vous font du bien. Alors, des films qui vous font du bien, si c'est Massacre à la tronçonneuse ou La nuit des morts vivants, posez-vous les bonnes questions. Peut-être que vous vous sentez vivant de regarder des films comme ça, mais bon, en film feel good, moi je vois tous les films de Noël sont des films feel good. Mais il faut les prendre comme ils sont. Parce que les films de Noël, ils sont tous avocats, ils sont tous directeurs, enfin ils sont tous dans la publicité. Et puis à la fin, je finis directeur de la publicité, machin, génial, tout le monde il est heureux, tout le monde il est bien. Rarement ça se finit mal, je crois qu'il y a même. J'ai été étonné de voir un film où ça se terminait mal d'ailleurs. J'ai vu un feuilleton Noël, ça se terminait mal, un truc super glauque, quoi. Où ça décède, où je crois que la mère décède à la fin. C'est très très glauque. Heureusement aujourd'hui il n'y a que des trucs positifs. Et c'est tout ce qu'on veut voir. Ça fait du bien le positif, je sais pas, quand ça se termine bien ça fait du bien. Voilà, je suis célibataire, je suis plus célibataire, j'ai pas de boulot, j'ai un boulot à la fin. J'ai une vie de merde et j'ai une vie heureuse à la fin, en 2 semaines, grâce à la magie de Noël. C'est fantastique. C'est super feel good, quoi. Alors, ça peut saouler à la fin, parce qu'à un moment donné, malheureusement, là, ils ont fait des feuilletons de Noël un peu ribou, là, je trouve. Non, mais 3 séries feel good qui font vraiment du bien au moral. Ouais, t'as Friends. Ouais, Friends avec Matthew Perry qui est malheureusement décédé. Ça m'a fait vraiment beaucoup de peine qu'il soit décédé, parce que j'adorais Matthew Perry. Donc Friends, c'est vraiment une série feel good qui fait du bien au moral. Alors est-ce qu'elle peut rendre heureux cette série? Oui, je ne sais pas. Moi j'étais heureux de regarder cette série. C'est une série qui m'a énormément inspiré. Voilà. Après, j'ai peut-être plus vécu cette série-là par procuration, c'est-à-dire à travers cette série-là.
que moi-même dans la vraie vie, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, mais c'est comme une série qui fait énormément de bien. Dans les séries qui m'ont fait du bien, bah il y a Gilmore Girls, carrément. Gilmore Girls, c'est une série, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo de Blabla, ma toute première d'ailleurs. C'est une série qui donne envie de se dépasser. Voilà. D'ailleurs, il y a Rory Gilmore dedans, bah, elle a envie de se dépasser, aller vers la réussite et tout ça, même sa mère, Lorelai Gilmore et tout ça, on est dans une série de dépassement de soi. Tout ça entouré d'une vie très sympathique, avec des gens très sympathiques. Donc ça, c'est vraiment une série feel good que je ne peux que conseiller. Friends, Gilmore Girls et Oh, I Met Your Mother. Donc là, on a, en fait, quand je cite mes trois séries préférées, en fait. Oh, I Met Your Mother, comme je disais, c'était une série de drague et tout ça. C'était une série de drague. Mais c'est une série qui est quand même très percutante, avec une fin qui m'a inspiré de ouf. Cette série-là, je voulais pas la voir quand elle passait à la télévision. Quand je l'ai vue sur Prime, elle est plus sur Prime du tout aujourd'hui, mais quand je l'ai vue sur Prime intégralement, j'ai découvert la série en anglais, beaucoup plus digeste en anglais d'ailleurs. Et c'est la série sur la drague, sur tout ça. On est plus dans la drague, le sexe, les relations et tout ça, sur l'amour aussi, et sur la quête du bonheur également. Mais tout dans un humour un peu plus hardcore. Dans les films feel good, plutôt les feel good, on est vraiment dans les comédies romantiques. Et moi, j'irais Quand Harry rencontre Sally, qui est comme un super film où on a deux personnes qui finissent leurs études, qui font un voyage, je crois, ils vont à New York, ils partent de Chicago. Chicago-New York, c'est ça. Ils font Chicago-New York en voiture. Et l'autre, il fait une drague de malade et tout ça. Ils ont leur propre caractère et tout ça. Et finalement, ils décident de se séparer, de ne pas devenir amis, arriver à New York. Et au fil des années, ils se rencontrent de temps à autre. Pour finalement, beaucoup plus tard, avoir fait comme une partie de leur vie, finissent par devenir amis. Et là, ils vont entrer dans une forme de relation amicale et aller un peu plus loin. Enfin, ce film-là est incroyable parce qu'il est énormément feel good, moi je trouve. Peut-être pas pour tout le monde. Il est spécial, hein. Il est entrecoupé aussi de témoignages de personnes âgées qui racontent leur histoire d'amour. Et ça, je trouve ça aussi génialissime. Franchement, je trouve que ce film-là est une pépite feel good qui fait du bien, qui donne envie d'être amoureux, qui donne envie de se caser, qui donne envie de faire des efforts et qui te fait te dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Ça, c'est un film qui est incroyable. Ça, je l'ai vu il y a longtemps. Peut-être que j'ai pas su, peut-être que j'étais trop jeune pour m'en inspirer, mais je me rappelle quand même qu'il m'avait inspiré. J'ai dû le voir très très jeune, hein, celui-là. On l'avait enregistré, je l'ai vu très très jeune. Super film. Franchement, ça c'est un film feel good. Donc ça c'est un peu plus triste. Il y a deux films qui sont pas du tout feel good, mais qui m'ont bouleversé. Les Vestiges du jour avec Anthony Hopkins. Les Vestiges du jour, j'ai du mal à dire. Et In the Mood for Love, où finalement on voit finalement des gens qui sont passés à côté de leur vie. Donc ça, on est aussi un peu dans la tonalité, finalement dans la réflexion de sa vie. Est-ce qu'on n'est pas passé à côté de sa vie? Parce que là, on a carrément dans les Vestiges du jour quelqu'un qui est passé totalement à côté de l'amour de sa vie. Et finalement, il l'accepte. Il se réveille peut-être un peu tard. Et In the Mood for Love, c'est pareil. On a quelqu'un qui est peut-être passé à côté de l'amour de sa vie, d'avoir fondé une famille et tout ça, avec des fins vraiment très très tristes. Et à un moment donné, ce qu'il faudrait pas... Ces films-là sont pas feel good, mais de les voir te remet énormément en question. Te dit, si je veux pas être comme ça, si je veux pas qu'il m'arrive ça, à un moment donné, quand j'ai cette chance-là, il faut que je la saisisse. Quand je rencontre cette femme-là où je suis éperdument amoureux, et ben je dois tout faire pour la garder, tout faire pour aller vers elle et pas me poser trop de questions. Parce que sinon il sera trop tard un jour ou l'autre. Voilà, les Vestiges du jour et In the Mood for Love, on est un peu dans ce cas de figure, surtout les Vestiges du jour. Les Vestiges du jour, mon Dieu, la fin des Vestiges du jour, ça m'a bouleversé. C'est un film très très lent, très très plat, mais très très beau,
il y a une forme de sensualité. Pourtant c'est pas des acteurs sensuels, c'est Anthony Hopkins et Emma Thompson, je crois, Emma Thompson. Donc il y a beaucoup plus sensuel, hein. En plus ça se passe après-guerre, je crois. Non, c'est avant la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Je sais plus. Ah, je crois que c'est avant la Seconde Guerre mondiale et après. Je ne sais plus. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez plat, mais il y a une forme de sensualité dans ce film-là. De petites... comment dire, je ne l'ai vu qu'une fois, je l'ai acheté en 4K. Et il n'y a pas le Blu-ray dedans, donc je peux pas le regarder. J'achète des 4K, mais c'est en prévision que j'ai du matos 4K, on verra. Mais j'aurais vraiment envie de le revoir là tout de suite. Mais je suis obligé d'acheter une télé 4K pour le revoir, c'est quand même incroyable. Donc je l'ai vu à la télé, heureusement qu'à la télé sur Arte, ils nous passent des très bons films encore. Parce que les vestiges du jour, bah là là là. Et ce film-là, finalement, motive. Parce qu'il te motive dans le sens où la prochaine fois, je saisirai ma chance de ouf, quoi. De ouf, je saisirai ma chance quand j'aurai vraiment de chance. Voilà, j'ai pas de main tendue pour l'instant, mais je saisirai ma chance de ouf. Carrément. Donc, est-ce que La vie est belle, le film, est un bon film? Oui, c'est un bon film et je peux que vous le conseiller. C'est un film feel good, vraiment. Parce qu'ils sont sympathiques, ça fait envie, ça donne envie de fonder une famille, d'avoir... Voilà, après, bon, pour moi c'est un peu tard, mais vous, si vous avez 20-30 ans, bon sang, regardez ces films-là, quoi. Regardez ces films-là, tous les films que j'ai cités là, il faut vous les regarder, quoi. Et les regarder avec... en ayant conscience de ce que je vous ai dit, de toute cette analyse là, pour bien prendre conscience que voilà, il faut donner de sa personne réellement, de son temps, il faut donner de sa personne pour pouvoir, qui sait, peut-être trouver le bonheur. Et je crois au bonheur. Moi j'ai eu des moments de bonheur dans ma vie, mais généralement les moments de bonheur que j'ai eu dans ma vie c'était quand je sortais avec des femmes donc qui m'ont, donc j'étais vraiment amoureux, enfin amoureux ou pas que, ou j'étais amoureux mais je m'en rendais pas compte aussi, des personnes assez proches, et j'ai eu des moments de bonheur incroyables, j'ai eu pendant peut-être quelques jours, quelques semaines, quand t'as des moments de bonheur qui durent sur des jours et des semaines, c'est génialissime. Et là je ne saurais dire quels sont les moments de bonheur. Aujourd'hui les moments de bonheur je les vis par procuration dans les livres, dans les films et tout ça. Parce que j'ai appris peut-être à vivre par procuration. À la fois c'est tristouné, je dois bien l'avouer, mais si tu peux en tirer un certain avantage pour toi, te sentir bien, car le bonheur attire le bonheur, hein, tu sais, le positif attire le positif, j'ai déjà dit dans une de mes vidéos de relaxation je crois. C'est vrai que vivre par procuration certaines choses et en extraire un peu le bonheur, un sentiment de bien-être, de bonheur, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est faisable. Franchement c'est faisable. C'est faisable et ça fait un petit peu de bien, mais ça sera pas, c'est pas aussi puissant que le bonheur véritable, franchement. Et des fois, en automne, quand il y a les odeurs de l'automne, quand il y a ce petit vent frais qui vient te faire frissonner, enfin il y a quelque chose, il y a une odeur, une ambiance, il y a quelque chose en automne. Quand l'automne s'impose un tout petit peu, très légèrement, et bah j'ai des sensations, des vieilles sensations où j'étais amoureux et heureux, qui remontent mais pleinement à la surface. C'est fugace. Ça dure, des fois je vais marcher exprès le long du canal de Caen. Dans le chemin vers là, je vais marcher là, en automne, pour essayer de saisir finalement ces petites effluves de bonheur qui remontent à la surface. Et ça dure qu'une journée parfois, enfin ça dure qu'une balade en fait. Qu'une balade au bord, voilà, il y a un petit rayon de soleil, il y a encore le soleil qui est là, il y a ces petites fraîcheurs qui est là, c'est une odeur particulière. Et bah là ça remonte encore, c'est vraiment les seuls moments aujourd'hui où j'ai un peu de bonheur qui remonte dans mes narines, quoi. Et le bonheur quand je vis par procuration, c'est de me plonger réellement dans quelque chose. Donc oui, quand je regarde un film tout seul là,
Parce que quand je suis au cinéma ou tout ça, je vais pas chialer, pleurer, machin. Je me laisse vraiment aller dans les films, tout ça. Donc par procuration, je me mets vraiment dans la peau des personnages et je vis énormément de choses. C'est pour ça que je regarde pas trop de films d'horreur. Les films d'horreur, voilà. À part quelques classiques films fantastiques que j'aime bien, comme les aliens, tout ça, mais les films d'horreur, non merci. Donc ça reste un premier essai. Je vais vraiment au montage, je vais vraiment voir ce que je vais faire avec. Vous me direz ça. Vous me direz ça si c'est intéressant, si que je recommence des analyses comme ça de films. Je pense qu'on est tous en quête de bonheur. Après, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qui nous rendrait heureux aujourd'hui. Voilà, tout simplement. C'est cette question-là, qu'est-ce qui nous rendrait heureux et qu'est-ce qui nous permettrait d'accéder à ça, quoi. Le plus simplement possible. Sans se prendre la tête en faisant juste un minimum d'efforts. Parce qu'à un moment donné, on a peut-être aussi plus le courage de faire autant d'efforts que certains font. Voilà. C'est un peu la grande question. Et je vais finir sur ça. Donc, je voulais faire beaucoup de petits tappings comme ça, mais quand je cause, j'oublie. Je vais finir tout doucement comme ça. Il y a une troisième vidéo qui vous attend à 23h. Une vidéo vraiment détente. Une vidéo détente. Mais si tu as décidé de t'endormir sur cette vidéo là, c'est très bien. Je vais essayer de t'accompagner vers le sommeil, tout doucement. J'espère avoir réussi à t'inspirer. J'espère avoir réussi à t'inspirer. Allez. Je te souhaite une bonne nuit si tu es en train de